Bonjour à tous, me voici pour la vidéo du livre et film de la semaine. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire vite parce que j'ai presque plus de batterie et j'ai pas le temps de faire recharger mon truc. Donc on commence tout de suite. Alors concernant les lectures, la semaine dernière je venais juste de commencer Avenue des Géants de Marc Duguin. J'en étais page 62 et je vous disais que ça s'annonçait assez bien mais que j'avais un petit peu de mal avec le personnage principal et avec la narration à la première personne. Eh bien, il s'avère que ces problèmes se sont complètement estompés par la suite, donc ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé, pas un coup de cœur, mais c'était pas très très loin. Ouais, mon problème avec le personnage principal c'est atténué finalement, j'ai réussi à l'apprécier on peut dire au fil du récit. Même si bon c'était pas non plus le coup de cœur comme je le disais. Et la narration à la première personne ne m'a plus du tout gênée au bout d'un moment. Et donc en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que ça alterne narration à la première personne et à la troisième personne tout au long du récit en fait. C'est pas seulement au début, mais la première personne est largement majoritaire. Donc rapidement, c'est l'histoire d'un adolescent qui est inspiré d'un personnage réel en fait. Toute cette histoire est une sorte de, je dirais, de biographie romancée du tueur en série Edmund Kemper, qui s'est vissé aux États-Unis et qui s'est rendu ensuite de lui-même à la police. Et donc là, du coup, l'auteur a changé le nom du tueur, donc il s'appelle Al Kenner au lieu de s'appeler Ed Kemper, c'est quand même assez proche. Et donc il parle, en fait, le récit s'articule autour de deux choses, c'est-à-dire que d'un côté vous avez Al Kenner adulte, donc il est en prison, voilà, il est emprisonné à vie et ça fait des dizaines d'années qu'il est en prison maintenant. Et il entreprend d'écrire ses mémoires en fait, de raconter sa vie, de raconter ce qui l'a amené à faire, à commettre des meurtres, etc. Et donc la deuxième partie du récit, celle qui est à la première personne, c'est ses mémoires en fait. On lit ce que Al Kenner écrit pendant qu'il est en prison et qui rédige ses mémoires. Et donc la première partie, donc celle de pardon, la partie sur ses mémoires à la première personne, ça commence lors de son adolescence, quand il a 16 ans, et qu'il tue ses grands-parents en fait, pour essayer d'échapper à un contexte familial très très malsain. Et donc du coup après il est interné en hôpital psychiatrique et à partir de là il va se passer plein de choses qui finalement vont l'amener à commettre d'autres meurtres. Et voilà, ça raconte un petit peu tout ça, ça raconte un peu sa vie quoi, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Donc voilà, une très bonne lecture. Je remercie Miss Sogarton, je crois pas qu'elle regarde cette chaîne, mais bon, en tout cas, je la remercie quand même de m'avoir donné cette idée. Et puis, ouais, c'est un très bon roman que je conseille. Par contre, si le problème avec la première personne et le personnage s'est atténué au fur et à mesure de ma lecture, il y a quand même une petite chose qui m'a gênée au niveau du style d'écriture. Euh, et je trouvais que parfois l'auteur avait tendance à faire des phrases très saccadées, mais vraiment, ça faisait genre il est sorti de sa maison, point. Il ferme la porte, point. Il alla à sa voiture, point. Il entra dans sa voiture, point. Et il y avait des passages comme ça où c'était enfin, chaque action était faite en une phrase, quoi. Ça faisait plein de toutes petites phrases qui s'enchaînaient comme ça. C'était assez laborieux à la lecture, je trouve. Et ça m'a pas mal agacée, d'autant que ça revient assez souvent. J'ai pas réussi à voir quel était l'effet recherché par l'auteur avec ce, cette construction très, très hachée du récit comme ça, mais moi ça m'a gênée pour le coup. Après, c'est tout ce qui m'a dérangé au niveau du style, et sinon ça a été une très bonne lecture. Voilà, donc ensuite, comme prévu, je me suis lancée dans Le Lion de Joseph Kessel, donc c'est ma lecture en cours, je l'ai bientôt terminée, il me reste moins d'une centaine de pages à lire, 80 je crois. Et là ça raconte donc en fait l'histoire d'un voyageur qui pourrait être l'auteur, c'est raconté à la première personne et on sait pas, enfin on se doute que l'auteur s'est un petit peu inspiré de lui-même pour créer ce personnage du narrateur. Et donc en fait ce voyageur veut traverser l'Afrique en fait et différents pays, voilà il se fait un voyage quoi. Et à un moment, il passe par le Kenya dans une réserve, j'ai oublié le nom, Amboseli ou Anseboli, bon, je sais plus le mot exact. Mais voilà, il passe dans une réserve naturelle où il va faire la connaissance donc du directeur de la réserve et de sa fille, qui est une petite fille, je crois, d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça, qui s'appelle Patricia.
et qui a un lien très fort avec les animaux, qui a grandi en fait au milieu des animaux, qui entretient un lien très fort avec eux et qui est notamment l'ami d'un lion qui s'appelle King. Et donc voilà, le voyageur va résider quelque temps à proximité de cette famille, il va faire la rencontre du lion et il raconte un petit peu tout ça quoi. Donc de là où j'en suis pour l'instant, j'aime plutôt bien. Donc il y a beaucoup de réflexions sur le besoin qu'a l'homme de la nature et que l'homme se sent malheureux quand il est trop éloigné de la nature, etc. Beaucoup l'opposition entre les personnes qui vivent dans les grandes villes et les personnes qui vivent proches de la nature. Alors de ce point de vue-là, c'est un tout petit peu caricatural, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment tout noir tout blanc quoi. En gros, de là où j'en suis pour l'instant, les citadins sont vraiment décrits comme des gros cons limite, alors que les gens qui vivent dans la réserve, proche des animaux, etc., c'est limite des dieux quoi. Donc bon, ce qui est paradoxal, c'est que j'aurais tendance à partager cet avis, mais pas de façon aussi radicale quand même. Je pense que l'auteur aurait pu faire plus de nuances et des personnages peut-être un petit peu moins stéréotypés, puisqu'il y a notamment la femme du directeur du parc, qui s'appelle Sibylle, qui est elle une citadine et qui n'aime pas du tout vivre dans cette réserve. C'est vraiment la caricature de la citadine hystérique quoi. Donc elle est un petit peu agaçante et ouais, du coup ça renforce le côté stéréotype quoi. Et ouais, en fait dans l'ensemble j'accroche pas trop aux personnages dans ce roman. Je les trouve tous un petit peu caricaturaux, un petit peu ouais, un petit peu caricaturaux, c'est ça. Mais bon, c'est pas, ils sont pas insupportables non plus, mais voilà, parfois ils m'agacent un petit peu par leur manière ou par leur façon d'être. Le narrateur, il est toujours plus ou moins en train de s'apitoyer sur lui-même, je trouve. La petite fille Patricia, elle est assez prétentieuse, un petit peu agaçante des fois. Voilà, c'est des personnages un peu comme ça. Mais cependant l'histoire est intéressante, j'aime bien les réflexions sur la vie sauvage, etc. Il y a beaucoup de descriptions des paysages africains qui sont assez redondantes. Il y a beaucoup de répétitions aussi, alors je sais pas, en fait c'est con, mais je sais pas si c'est un texte français ou pas, là, comme ça. Ça doit être français parce que Joseph Kessel est à l'Académie française, mais j'ai eu un vieux doute d'un coup parce qu'il y a quand même beaucoup de répétitions. Et je me suis demandé si c'était lié à une traduction en fait, mais je crois qu'en fait non, c'était vraiment comme ça. Mais bon voilà, ça m'a un petit peu surprise. Et ouais voilà, au niveau des répétitions et tout ça, c'est un peu bon. Mais sinon, ça reste bien écrit et très agréable à lire. Donc je vous en reparle quand je l'ai terminé la semaine prochaine. Et après ça, ah non, j'ai aussi lu. Rapidement, je me suis casé un livre qui était depuis longtemps dans ma palle et ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait vraiment que je le lise. Donc c'est Le Cahier d'Animalier de Anton Fortes et Maurizio Quarello aux éditions OQO. Donc un livre que j'avais acheté au Salon du Livre de Montreuil 2012, donc ça faisait plus d'un an qu'il était dans ma palle. Et c'est un artbook en fait, donc très court, et qui en fait reprend des œuvres d'art célèbres mais en mettant en scène des animaux dedans. Donc je vous montre quelques exemples rapidement. Donc voilà, par exemple, alors je sais pas si on va bien voir parce que en plus je suis loin. Là, il y a ces deux images-là. J'essaye de vous en trouver une que j'ai bien aimée. Alors, attendez. Ah oui, celle-là, elle est pas mal. C'est le célèbre tableau où on voit le couple de fermiers, là, ou je sais pas quoi. Mais cette fois avec un corbeau et une pie. Celle-là, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est plein de tableaux célèbres qui sont repris avec des animaux. Et à chaque fois à côté on a un petit texte pour illustrer le tableau. Donc c'est un texte, enfin c'est différents styles. Ça peut être parfois de la poésie, parfois un scénario de court-métrage, parfois un texte un peu critique, enfin voilà, il y a plein de petites choses différentes. Alors dans l'ensemble c'est très très bizarre, c'est-à-dire que bon, les dessins sont sympas à regarder, il y en a qui m'ont plus plu que d'autres, il y en a qui sont vraiment beaux, il y en a, il y en a qui sont marrants quoi. Et par contre les textes à côté, j'ai pas toujours très bien compris, enfin c'est vraiment... ça fait un peu penser à de l'avant-garde ou quelque chose comme ça, enfin je sais pas, ou alors c'est de la critique d'art mais très ampoulée, très lourdingue quoi j'ai envie de dire. Et ouais, les textes à côté, j'ai pas toujours très bien saisi où est-ce qu'ils voulaient en venir. Mais bon, dans l'ensemble ça m'a laissé une impression bizarre mais c'était quand même sympathique à lire. Voilà, voilà. Et donc après avoir fini le lion, oui le chat comme d'habitude,
je pense que je vais commencer à regarder le livre sur Jérôme Bosch que j'ai eu pour mon anniversaire, pour Noël, pardon. Donc ça parle, oui, excusez-moi, du coup je suis déconcentrée. Donc ça s'intitule, ça parle Le Jardin des Délices, Bosch Le Jardin des Délices, c'est de Hans Belting aux éditions Gallimard. Donc c'est un livre un peu documentaire, donc qui présente des œuvres de Jérôme Bosch et pas mal de textes explicatifs à côté. Donc je disais, je vais commencer à regarder parce que je sais pas si je vais lire tous les textes explicatifs d'un coup. Alors, on pourrait faire une compilation des moments où j'essaye de vous montrer des livres et où j'y arrive pas. Ah, voilà. Donc ouais, je sais pas si je vais lire tous les textes explicatifs parce qu'il y en a quand même pas mal. Il a l'air court comme ça, mais c'est des grandes pages et c'est écrit relativement petit. Donc ça, je pense que je le lirai au fur et à mesure, pas d'une traite. Par contre, concernant les images, je pense que je vais bien toutes les regarder et c'est pour ça que j'ai demandé ce livre à la base. C'est surtout pour les images. Donc les explications, je les lirai un peu comme ça de temps en temps, mais je pense pas que je lirai tout d'un coup parce que j'ai pas l'habitude de lire des livres comme ça, donc je pense que ça fera un petit peu lourd sinon. Et donc voilà pour ce que j'ai prévu de lire après Le Lion. Et peut-être que je caserai un roman aussi en parallèle, mais je sais pas encore lequel, donc là pour l'instant je vous montre rien. Et on va passer au film. Ah non, d'abord je vous parle juste vite fait du livre audio du Hobbit que j'ai continué un petit peu à écouter. Je l'écoute assez rarement, assez lentement, mais bon, je vais y arriver un jour. Donc là j'en suis au chapitre 6. Je sais pas combien il y en a en tout, mais voilà. Donc c'est très sympa, j'aime bien. Que dire d'autre? Voilà, je pense que j'aimerais bien le relire en version papier le jour où j'aurai fini de l'écouter en audio. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore tout de suite. Mais dans tous les cas, voilà, c'est très agréable. Et si vous aimez bien les livres audio, je vous le recommande, il est très sympa. Donc cette fois, on passe vraiment au film. Et j'espère qu'il me reste de la batterie parce que je parle. Donc en film, j'ai fait de nouveaux achats. Et je suis allée au cinéma et j'ai regardé 2 documentaires. Alors je commence par les documentaires vite fait. Donc j'ai regardé 2 épisodes de La France sauvage. Donc ça faisait partie du grand coffret DVD que j'avais eu pour Noël là. Donc là j'ai regardé celui sur les Alpes et celui sur la Bretagne. Donc il y a quelques semaines j'avais regardé celui sur les Vosges. Et je vous avais dit pardon que j'ai trouvé ça un petit peu lent au niveau du rythme. Mais je pense qu'en fait ce jour-là j'étais juste fatiguée parce que là ces deux-là ça m'a pas du tout ennuyé quoi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très sympa, voilà, c'est des documentaires vraiment accessibles à tous, donc c'est pas du documentaire de pointe on va dire, mais ça balaye pas mal de sujets sur la faune et la flore d'une région et c'est vraiment très sympa à regarder, les images sont très belles. Hop, voilà. Sinon, donc concernant mes achats, j'en ai fait 3 et j'en ai regardé un. Donc celui que j'ai regardé c'est Sinister, donc ça c'est de Scott Derrickson si je ne me trompe pas, ouais. Donc c'est celui qui a réalisé également l'exorcisme d'Emily Rose que j'ai également en DVD dans ma bibliothèque et que j'aime bien. Et donc Sinister, alors c'était un film, j'avais hésité à aller le voir au cinéma, finalement je m'étais retenue parce que je savais que ça allait me faire peur. Mais c'était obligé qu'un jour je l'achète en Blu-ray parce que je pourrais pas me retenir éternellement quoi. Moi les grands trucs avec les films d'horreur comme ça c'est que je sais que ça va me faire peur et qu'après je vais passer des mauvaises nuits, c'est obligé. Mais je ne peux pas m'empêcher de les regarder, c'est vraiment une addiction incompréhensible. Donc là Sinister ça raconte l'histoire d'un écrivain en fait qui va emménager avec sa famille dans une maison où a eu lieu des meurtres en fait, où ont eu lieu des meurtres. Donc toute une famille a été retrouvée pendue à l'arbre du jardin. Et donc cet écrivain, Ellison Oswald, voilà, qui est joué par Ethan Hawke, cet écrivain veut emménager là parce qu'il se dit en fait que le fait de vivre dans une maison où il y a eu des meurtres, ça va lui donner l'inspiration pour écrire un livre sur ça en fait. Et donc il le dit pas à sa femme, au début il lui fait croire qu'ils emménagent dans une maison tout à fait normale parce que sinon il sait qu'elle va dire non. Mais voilà, ils emménagent là-dedans et ouais, l'écrivain Oswald en fait veut essayer de retrouver la gloire grâce à cette histoire parce que son dernier best-seller date d'il y a 10 ans et depuis aucun de ses livres n'a marché. Donc il est un peu désespéré, il veut vraiment redevenir célèbre, il est un petit peu obsédé par ça. Et du coup, même quand des choses très bizarres vont commencer à se passer dans la maison, il va refuser de déménager parce qu'il veut absolument écrire son livre sur ça.
et ben, du coup ça va l'entraîner lui et toute sa famille dans une histoire vraiment pas sympa du tout. Donc c'est un film que j'ai bien aimé, j'ai pas trop accroché avec les acteurs. En fait le personnage d'Ellison Oswald m'a horripilé dès les premières minutes, il est super énervant. Mais à part ça, c'est un bon film d'horreur qui se regarde très bien. Il fait assez peur, je trouve. Donc c'est-à-dire que moi j'ai eu des insomnies après l'avoir regardé parce qu'il y a un personnage, en fait, plus ou moins une sorte de démon, qui hante, on va dire, les lieux. Et il est vraiment flippant, je trouve. C'est pas... voilà, il est assez bien fait. On le voit pas énormément, mais voilà, il est quand même assez effrayant. Et puis il y a aussi toute une histoire à propos de petits films Super 8 où on voit en fait les différents meurtres, parce qu'en fait il y a toute une série de meurtres qui sont liés, bref. Et il y a plein de petits films Super 8 qui apparaissent dans l'histoire et qui sont assez angoissants eux aussi. Donc ouais, un film d'horreur efficace que j'ai bien aimé, même si du coup il m'a empêché de dormir après et que j'étais très énervée et limite j'avais regretté de l'avoir vu, mais bon, ça c'est pareil à chaque fois. Et voilà. Alors, pour les deux autres films que j'ai achetés, je vais les chercher. Hop, voilà, je les avais oubliés. Donc, il y a tout d'abord celui-ci, Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki. Oui, encore Hayao Miyazaki, je fais toute la collection là. Donc je l'ai pris notamment parce qu'il y avait une promotion dessus dans le magasin où j'étais. Et il paraît que c'est l'un de ses meilleurs, donc je l'ai pas encore regardé. Mais ça va pas trop tarder je pense. Et j'ai vraiment très hâte, ça a l'air très sympa. Et le deuxième que j'ai acheté et pas encore regardé, c'est le Blu-ray de La Petite Sirène. Donc encore un Disney, encore pour compléter ma collection. Voilà, un classique que je voulais absolument avoir et revoir. Et bah du coup, voilà, je l'ai acheté. Alors, ah oui, et donc pour finir, je vous parle du film que je suis allée voir au cinéma hier. Donc il s'agit de American Bluff. Alors ce film, j'en entendais parler en long et en large depuis sa sortie. Tout le monde avait l'air de dire que c'était génial, qu'il allait être nominé ou récompensé aux Oscars, etc. Voilà, c'est vraiment le film où il y a une énorme promotion. Donc c'est celui avec Bradley Cooper, Christian Bale et d'autres acteurs connus. Donc voilà, j'avais pas très envie d'aller au cinéma en ce moment, mais je me suis dit, il faudrait au moins que j'aille voir ce film-là, parce que vraiment tout le monde en parle. Et donc en fait c'est l'histoire d'un couple de malfaiteurs. Donc donc l'homme s'appelle Irving Rosenfeld, il est joué par Christian Bale. Et sa petite amie, alors elle a deux personnalités qu'elle utilise un peu comme ça l'arrange. Mais bon, son nom à la base c'est Sydney. Et donc elle, j'ai oublié le nom de l'actrice qui la joue. Donc voilà, tous deux en fait se sont associés dans des affaires malhonnêtes. Donc que ce soit du vol de tableaux, de la vente de faux tableaux, ou alors ils sont un petit peu prêteurs sur gage en fait. Ils demandent de grosses sommes d'argent à leurs clients en leur promettant de leur faire un crédit et finalement ils s'arrangent pour jamais leur donner. Bref, ils font plein de petites affaires comme ça et un jour ils se font coincer par un agent du FBI, donc qui est joué par Bradley Cooper. Et celui-ci leur dit que s'ils veulent rester libres, ils doivent en échange l'aider à capturer 4 de leurs confrères, on va dire, donc 4 autres escrocs un petit peu plus importants qu'eux, en servant de taupe en fait. Et donc ben, le couple est obligé d'accepter parce que sinon il est un petit peu embarrassé, on va dire. Et en fait l'agent du FBI va vouloir voir toujours plus grand, il va plus seulement se contenter des 4 qu'ils avaient prévus au départ, il va vouloir aller jusque dans les sphères politiques pour dénicher la corruption, etc. Et en fait le contrat qu'ils ont fait va prendre une ampleur qui le dépasse complètement et ça va finir par partir un petit peu en vrille. Voilà, résumé très très rapidement. Donc c'est un film qui m'a un petit peu déçue, je dois dire, parce que voilà, je suis allée le voir en ayant des attentes très hautes et finalement ben, je me suis un petit peu ennuyée en fait pendant la séance. J'ai pas du tout accroché avec les acteurs, à l'exception de Christian Bale, où lui j'ai bien aimé son personnage, mais le personnage de Bradley Cooper m'a exaspérée, mais vraiment j'avais envie de lui coller des baffes quoi pendant le film. La copine de Christian Bale, dont j'ai oublié le nom, elle aussi elle m'a pas mal énervée. Ouais, dans l'ensemble j'ai pas du tout accroché avec les personnages, il y avait des moments où ils étaient carrément hystériques et je trouvais que l'intrigue avait un côté très redondant puisque en fait
Ils essayaient quelque chose, ça marchait plus ou moins bien, ils s'engueulaient. Ils essayaient autre chose, ça marchait plus ou moins bien, ils s'engueulaient. Ils essayaient autre chose. J'avais l'impression que c'était toujours ça en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est tout le temps les mêmes types de scènes qui se répètent à l'infini quoi. Et les scènes où ils s'engueulent, ils hurlent vraiment. Les femmes, elles ont une voix suraiguë, ça m'a cassé les oreilles. Donc je sais pas si c'était les haut-parleurs dans la salle où j'étais qui étaient à fond ou quoi. Mais il y a une scène où je me suis bouché les oreilles carrément parce que j'en avais... Enfin, ça me cassait les oreilles de les entendre hurler en permanence les uns sur les autres. Donc voilà, et puis dans l'ensemble, je sais pas, alors c'est peut-être parce qu'au bout d'un moment je me suis un petit peu déconcentrée, mais l'histoire m'a paru un petit peu fouillie, ça partait dans tous les sens et il y avait des moments où je savais plus trop de quoi il parlait en fait. Je me disais mais où est-ce qu'on est là, qu'est-ce que c'est que ça à la fin. Et bon voilà, dans l'ensemble, ce film m'a fait une impression à la fois confuse et un petit peu ennuyeuse et j'ai pas du tout accroché avec les personnages. Donc bon, je dois dire que ça n'a pas trop fonctionné. Je m'attendais à être très emballée, à ce que ce soit hyper drôle et tout. Et en fait, non, il y a quelques scènes qui sont marrantes, mais sans plus. C'est pas tellement une comédie en fait, c'est une comédie dramatique, mais je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus drôle. Et voilà, dans l'ensemble, plutôt une déception pour American Bluff. C'est pas un mauvais film, hein, mais je sais pas, il n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Voilà, je m'arrête ici parce que j'ai vraiment plus de batterie et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!